Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Mettre fin à la paperasse du courtage en assurance vie. Fabrice Sauvignon, CEO et fondateur de The Ocus Platform à Barcelone et Luxembourg. Pourquoi la tech ? C'est pas naturel, hein. Quand on est dans le confort feutré de l'assurance, peu innovant, très tranquille. J'étais vraiment dans un fauteuil de sénateur. Pourquoi se mettre à monter une fintech ? Eh bien parce que précisément, même quand tu es patron d'une boîte, et même lorsque tu as beaucoup d'autonomie, hein, ce qui était mon cas en fait, eh bien tu restes un peu sur ta faim lorsqu'il s'agit d'innovation, de créativité, de leadership, d'impact. Et donc j'ai trouvé ma voie en créant une tech qui était susceptible d'apporter une rupture, en tout cas une innovation dans le marché, et pour laquelle j'étais à l'initiative en fait. Cet épisode nous met dans les souliers d'un banquier privé qui accompagne son client dans la souscription d'un contrat d'assurance vie. Ce rôle de courtier en assurance qu'endosse le banquier est un véritable casse-tête d'un point de vue administratif. Imaginez des dizaines de contrats d'assurance à gérer, des formulaires en format papier, des interactions par email et des tâches répétitives sans valeur ajoutée. Tous les ingrédients sont là pour mettre de la tech dans ces processus longs et pénibles. La promesse de cette jeune Wellstech, c'est de réduire de 90% les temps de traitement sur les différentes étapes au cours de la vie d'un contrat d'assurance vie, qu'il s'agisse de la souscription, des mouvements, des rachats, des changements d'investissement, des modifications de clauses bénéficiaires ou encore des nantissements. Au cours des 10 ans de durée de vie de ces produits, la proposition de The Ocus Platform, c'est de rationaliser tous ces processus. Vous me direz oui, mais la donnée dans tout ça, eh bien justement, la donnée client devient enfin accessible, lisible et juste. Fabrice, avec beaucoup de pédagogie, nous explique comment cette fameuse donnée, point critique pour de nombreuses banques privées, est sécurisée. Les procédures et la gouvernance mises en œuvre, ou encore le cryptage. Nous faisons un petit tour d'horizon de la proposition de valeur et de l'onboarding des nouveaux clients, qui implique tout de même 5000 data points rien que pour paramétrer la souscription d'un produit. Nous découvrons également qui sont les investisseurs qui soutiennent cette société et les développements à venir comme l'accès aux plus petites organisations et l'élargissement à d'autres classes de produits comme les comptes titres, les SCPI ou le private equity. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Bonjour Solène. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui et de nous faire l'honneur de ta présence. Je voulais juste expliquer à nos auditeurs que j'avais un attachement très particulier pour cette société parce que je suis au conseil d'administration et c'est un plaisir pour moi de voir cette boîte évoluer et vraiment très heureuse qu'on puisse en parler. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs ? Oui, bien sûr. Merci de m'accueillir au micro de FinScale aujourd'hui, j'en suis ravi. Alors moi je suis, pour me présenter, je vais commencer par un petit récit historique sans être trop long, hein, mais je suis, ouais, s'il te plaît. je suis assureur, actuaire de formation et j'ai passé 20 ans d'abord chez AXA puis chez AG2R Mondial. J'ai fini comme patron d'une boîte d'assurance qui s'appelle La Mondiale Law Partners, située ici au Grand-Duché du Luxembourg, spécialisée dans l'élaboration de produits d'assurance vie distribués par les banques privées. Mmh. Donc j'ai un passé d'assureur spécialisé dans les services financiers. Bam, et après, tu es entrepreneur. Tu vas nous expliquer le move, parce que c'est pas immédiat. Ah non, c'est pas immédiat. Tu veux que je t'explique maintenant pourquoi je suis devenu entrepreneur ou plus tard ? Bah écoute, en 2 minutes, tu nous expliques quand même ce qui t'a motivé à titre personnel. Ce qui m'a motivé à titre personnel, en fait, si tu veux, tout ça, c'est pas du hasard. Hein. Le jour où j'ai passé mon entretien pour mon premier job chez AXA, il y a quelques années, la personne que j'avais en face de moi m'a torturé pour me dire mais qu'est-ce que vous ferez dans 20 ans ? Positionnez-vous, projetez-vous. Je lui dis j'en sais rien. Elle me dit ah, si, il faut savoir. Alors elle me dit je vous laisse 3 minutes et vous me répondez. Très bien, elle est un petit peu autoritaire. Mais donc je lui ai répondu au bout de 3 minutes. Je lui ai dit j'ai réfléchi, je serai patron d'une boîte d'assurance. Ouais. Et elle me dit mais pourquoi ? Je dis parce que ce qui résonne en moi, ce sont les valeurs de l'indépendance, de la création, du leadership et parfois même un petit peu, je dirais, du pouvoir, dit entre guillemets. Hein. Et elle m'a dit, c'est très bien. Elle me dit, mais vous savez que c'est peut-être la phrase la plus importante que vous avez prononcée depuis plusieurs mois, parce que maintenant, vous avez dessiné une trajectoire et vous allez la suivre, vous allez voir, ça va se faire tout seul.
Et c'est ce qui s'est fait, en fait. C'est ce qui s'est fait petit à petit. J'ai pris plusieurs rôles. Et au bout de 15 ans, j'étais déjà patron d'une filiale d'un groupe d'assurance. Voilà, tu l'avais fait. Et donc, mais je l'avais fait, mais j'étais toujours pas dans une tech. Ouais. Pourquoi la tech ? Ouais. C'est pas naturel, hein. Quand on est dans le confort feutré de l'assurance, peu innovant, très tranquille. J'étais vraiment dans un fauteuil de sénateur. Pourquoi, diable, se mettre à monter une fintech ? Ouais. Eh bien parce que précisément, même quand tu es patron d'une boîte, et même lorsque tu as beaucoup d'autonomie, hein, ce qui était mon cas en fait, hein, eh bien tu restes un peu sur ta faim lorsqu'il s'agit d'innovation, Ouais. de créativité, J'imagine. de leadership, d'impact. Et donc j'ai trouvé ma voie en créant une tech qui était susceptible d'apporter une rupture, en tout cas une innovation dans le marché, et pour laquelle j'étais à l'initiative en fait. Parfait. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a parlé du courtage en assurance dans un autre cadre que l'assurance vie. Mais moi, j'aimerais que tu nous expliques brièvement les différentes parties prenantes au moment de la souscription d'un contrat d'assurance vie, le cycle de vie, comment ça se passe au regard du souscripteur, du client. D'accord. Alors moi, si tu veux, mon secteur, c'est plus le secteur de la gestion de fortune. Donc je ne vais pas élaborer sur ce que c'est que la gestion de fortune. Parce que simplement, le courtier, en l'occurrence, son métier, c'est d'apporter du conseil et de trouver la bonne solution. D'accord. Et en l'occurrence, dans le milieu de la gestion de fortune, c'est souvent une banque privée. Ça peut être un family office, ça peut être d'autres types d'organisations, ça va être family office, banque privée, et parfois des courtiers indépendants. D'accord. Eux, donc, leur job, c'est de bien comprendre la situation du client, bien identifier le bon schéma, et trouver la bonne solution. Ok. D'accord. Et ils vont s'adresser ensuite à un assureur. Ok. Ça, c'est le marché. Ok. Qui s'est construit comme ça depuis plusieurs décennies. Partout pareil. En France, en Belgique, au Luxembourg, si on regarde les différents pays. Le schéma est généralement le même. C'est-à-dire que les physionomies peuvent changer. D'un pays à l'autre, tu vas avoir plus. Tu peux avoir aussi même des gens qui s'appellent des gestionnaires de patrimoine indépendant ou des IFA au UK, qui sont plus des individus. Donc ça, c'est la structure la plus petite jusqu'à la structure la plus grande, qui est une banque privée. Et on va retrouver toutes ces structures qui vont être intermédiaires d'assurance vie dans tous ces marchés-là d'une manière similaire. D'accord. Et ça s'adresse à une typologie de clients de quelle taille à peu près ? Je dirais, alors dans ce marché-là, si tu vas plus vers le secteur des conseillers patrimoniaux, on va se retrouver sur des tickets moyens d'investissement de 100 000, 200 000 euros. Dès que tu vas monter en banque privée, le ticket moyen sera plutôt autour d'1 million d'euros. Et puis, si on va sur des banques super select, alors ça ne s'arrête pas. C'est nos limites. En fait. D'accord, parfait. Alors, donc moi qui suis cliente en banque privée, je vais voir mon banquier privé pour expliquer que j'ai envie de souscrire un contrat d'assurance vie. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il fait un appel d'offres ? Comment est-ce qu'on fait les souscriptions et les différentes étapes au cours de la vie du produit ? Comment concrètement, quelles sont les interactions que je vais avoir moi avec ma banque privée, mon courtier ? Alors déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'assurance vie, c'est un produit vivant et qui va durer longtemps. En moyenne, lorsque je souscris un contrat d'assurance vie, ça va durer 10 ans. Donc il y a deux grandes étapes. La première, c'est je souscris un nouveau contrat, et puis ensuite, je vais le mouvementer en rajoutant de l'argent, en retirant, en changeant les investissements, en changeant ma clause bénéficiaire, en éventuellement sécurisant, en prenant ce contrat comme sécurité sur un emprunt. Il y a N cas d'utilisation d'un contrat d'assurance vie. Alors la première étape, c'est la souscription. Alors comment ça se passe ? Alors tout dépend de la taille du client et de la taille de ses investissements, mais typiquement, toi tu connais le milieu de la banque privée. Typiquement, ce qui va se passer, c'est que le banquier privé va parler à son client, et après, je dirais, une fois qu'il aura défini sa situation juridique, familiale, je dirais le niveau de ses avoirs, il va définir aussi la nature des investissements que peuvent contenir ces contrats d'assurance vie. Et puis ensuite, en fonction de divers critères qui peuvent être variés, qui peuvent être des critères géographiques, mais aussi des critères liés à la rapidité des opérations, à la solidité financière de l'assureur. Alors, avec des équipes spécialisées, ils vont choisir un ou plusieurs contrats d'assurance qui vont suggérer aux clients. D'accord. Et en définissant les principales caractéristiques, qui peuvent aussi comprendre le prix. Et ensuite, ils vont choisir ce contrat d'assurance. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ce milieu-là, le contrat d'assurance vie, c'est un peu plus complexe qu'un contrat, je dirais, classique de monsieur et madame tout le monde, puisque ce contrat d'assurance vie, souvent, va inclure
des poches d'investissement qui sont ce qu'on appelle des poches dédiées où, à l'intérieur du contrat assurance vie, on va définir un gestionnaire d'actifs qui lui-même va faire les choix d'investissement pour le compte de ce client. Et donc, ça nécessite une mise en place un petit peu plus compliquée qu'un contrat assurance vie plus classique. Et donc, ton client, il doit signer des papiers à la main. Comment ça se passe après les flux dans les... Alors, je vois où tu veux en venir. Moi, je veux que tu nous montres le pain point. Je vois où tu veux en venir. Alors voilà, typiquement, notre premier client, nous, c'est une banque d'origine suisse, enfin une grande banque internationale. Et, tu peux pas dire le nom? Non, je préfère pas. J'aurais pas demandé l'autorisation, mais j'aimerais tellement dire leur nom. Bon. Alors, il suffit de regarder dans les 3 plus grandes banques suisses mondiales. Sur mon CV, peut-être. Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça. Alors, quand on allait voir, on leur dit, dis donc, on va vous aider à digitaliser les processus. Enfin, d'abord, on va dire, mais comment ça se passe exactement? Alors, on leur dit, on va prendre un cas simple. Vous avez déjà un contrat en portefeuille et vous voulez faire des changements d'investissement. Désinvestir 2 fonds pour investir dans 2 fonds. Comment vous faites? Et alors là, l'histoire, je vais la faire courte parce que sinon, on pourrait y passer la journée. Mais l'idée, c'est de dire, première chose, oui, mais quel est le produit sur lequel est investi ce client? Alors, bien sûr, ils n'ont pas le système d'information, ils cherchent tel produit A, tel produit. Une fois que je connais le produit sur lequel il est investi, il faut que j'identifie les supports sur lesquels il est investi. Ça peut parfois faire l'objet d'une demande à l'assureur. Et puis ensuite, il faut trouver le bon formulaire. Puis une fois que j'ai trouvé le bon formulaire, et c'est pas forcément simple, ça peut prendre plus d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Une fois que j'ai trouvé le formulaire, il faut que je connaisse les données et les documents complémentaires. Oui, c'est fastidieux. Et tout ça en équipe. Et bien sûr, de temps en temps, il faut faire intervenir le client. Au secours. À chaque fois que j'ai parlé à un client de banque privée, il m'a dit l'assurance vie, c'est génial. C'est génial. Mais d'un point de vue administratif, c'est un enfer. Ouais. C'est un enfer. Moi, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. Je vois ce que tu décris. Mais pourquoi est-ce que les banques privées courtiers n'ont pas digitalisé ces flux-là? C'est assez simple, en fait. Si tu veux, comme ils ont... Leur vocation, c'est d'aller chercher toujours la meilleure solution. Donc, ils travaillent en architecture ouverte. Ils vont travailler avec 10, 15, 20 assureurs. Et historiquement, ils ont revendu pour pas dire des dizaines de générations de produits différents. Et chaque produit a ses règles spécifiques. Donc, quand tu vas voir la banque dont je parlais tout à l'heure, quand on est allé la voir, et depuis ça a changé, elle avait déjà commercialisé 280 produits d'assurance. Sur un marché différents. Sur un marché. Sur un marché. 1500 formulaires différents. Et donc, digitaliser ça, si tu n'es pas un petit peu spécialisé, si tu n'as pas fait ce qu'on appelle un travail de modèle conceptuel, c'est-à-dire d'identifier tout ce qui pouvait faire les paramètres d'une configuration entre un assureur, un produit, un distributeur, c'est impossible. Alors, comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y a des banques qui ont essayé de dire on va le digitaliser. Ça leur a généralement coûté très cher. Ils ne sont jamais arrivés au bout. Ouais, ok. Quand je dis très cher, c'est... Très cher. C'est entre 5 et 10 millions d'euros pour un projet qui n'est pas abouti. Ok, ça fait du mal. Et après, il faut tuer le projet, ça fait encore plus mal. Et généralement, on a du mal à tuer le projet. On a du mal. D'ailleurs, je pense que c'est un projet qui est toujours en vie. On n'ose pas dire au project manager qu'il est fini. Ok, est-ce que toi et tes équipes, vous avez réussi, ne serait-ce que pour convaincre ces clients-là de vous suivre, à quantifier la déperdition en jour homme pour une opération, par exemple, de souscription? Oui, on l'a fait, en fait. Quand tu as une banque privée, alors c'est variable, mais quand tu as une banque privée, puis ils sont parfois pas lucides sur leur état, ou ils n'ont pas mesuré, et parfois ils sont pas toujours très honnêtes sur les temps. Mais enfin, ce qui est clair, moi je vais témoigner de ce que j'ai entendu. Quand on va voir une banque privée, on leur dit mais combien de temps ça vous prend pour souscrire un contrat d'assurance? Combien de temps de travail chez vous? Alors les réponses varient. Minimum 20 heures de travail. Et ça peut aller jusqu'à 50 heures. Je pense que la réalité est entre les deux. Donc tu te rends compte, 50 heures, c'est une semaine de travail d'une personne. Pour une souscription. Pour une souscription. Pour un client. Pourquoi? Parce qu'en sûr, il travaille à 5, 6, 7. Bien sûr, ouais. Et que les échanges sont fastidieux. Ok. Donc, on comprend en effet le pain point. Mais alors, c'est quoi le lien entre ta volonté d'innover et d'apporter plus de digitalisation dans cet environnement-là? On a bien compris que c'était quand même très pénible. Et en fait, le premier pas qui a été LifeWare. Est-ce que c'est cette étape-là qui a amené à The Ocus? Est-ce que tu veux en parler ou pas? Oui, bien sûr, je peux en parler. En fait, je dirais tout remonte à une anecdote. Lorsque j'étais moi-même patron d'une boîte d'assurance, qu'on commençait à mettre en place des services digitaux, des souscriptions online,
des arbitrages online. En fait, on imaginait, puisqu'en plus ça correspondait à une demande des banques privées, qu'ils allaient les utiliser. Ces services, à partir du moment où on les a mis en ligne. Ouais. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater que ces banques n'utilisaient pas les services digitaux qu'on mettait à leur disposition. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Alors, je leur dis, c'est la question que je suis allé leur poser, parce que tu vois, au bout de quelques mois, je dis, mais c'est bizarre, je regardais les stats d'utilisation, elles étaient nulles, en fait, nulles au sens mathématique du terme. Et alors, je suis allé les voir, je leur dis, mais c'est bizarre, vous nous avez demandé à corps et à cri des services digitaux, on les met en ligne, et vous les utilisez pas, pourquoi ? Et alors, la première réponse, c'est de dire, mais oui, mais Fabrice, c'est vrai qu'on te les a demandés, mais en fait, on peut pas demander à nos banquiers, nos assistants banquiers, à nos employés de se connecter à 15, 20 extranets différents. Puis à chaque fois qu'on se connecte sur un extranet différent, les processus sont différents. Donc pour nous, ça demande un travail d'adaptation de notre organisation à des solutions qui sont propriétaires et qui sont tellement variées. Ça, c'est la première objection, mais il y en a d'autres. Hein. Ouais. La deuxième, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler en équipe sur ces extranets. La troisième, c'est qu'ils ne peuvent pas y apporter leurs données. Parce que tu ne peux pas sécuriser des liens avec 30 extranets différents ou 20 extranets différents. Et quand tu disais les extranets, c'est les extranets des compagnies d'assurance ? Des compagnies d'assurance. D'accord, ouais. Donc dans leur rôle de courtier, ça les forçait à s'habituer à différents outils. Exactement. Oui. Et en fait, si tu veux, je vais finalement répondre ne t'impatiente pas, je vais répondre à ta question. Si tu veux, quand je suis allé voir, je leur dis voilà, ils m'ont dit mais on peut pas le faire. Mais un petit peu naïvement, ils me disent mais si tu faisais la même chose avec tous les assureurs, une espèce d'extranet géant, une plateforme avec tous les assureurs dessus, nous on les utiliserait parce que là pour le coup ça créerait de la valeur. Mm-hmm. Alors bien naturellement, ils me disaient ça à l'époque, ils n'en croyaient pas un mot puisque j'étais moi-même un des opérateurs, je n'étais pas du tout en situation de leur proposer ça. Et quand ils m'ont donné, c'est un insight consommateur, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Hein. J'ai réfléchi, je me dis tiens, là il y a quand même un besoin qu'il faut remplir, et je me suis dit là il va falloir faire quelque chose. Et donc d'où l'idée de dire il nous faudrait une immense machine qui est capable, par définition de tous les produits des accords de distribution, de proposer une interface, la bonne interface pour la bonne transaction. Ouais. Donc ça demande quand même une compétence informatique de haut niveau. Mmh. C'est comme ça que j'ai pensé à LifeWare, parce que LifeWare je les connaissais, c'était les prestataires de la boîte que je dirigeais à cette époque. Et ce sont des gens qui m'ont toujours impressionné par le niveau de technicité, le niveau de code. C'est des gens quand même, en 98, ils ont lancé un SaaS pour gérer des back-office d'assurance en 1998. Des gens très visionnaires. Ouais. Et techniquement, sont des stars. Et je dis, ce sont les seuls qui possèdent la techno qui permet de faire ça. C'est la raison pour laquelle je suis allé voir. Et donc on a démarré, j'attendais ta question, mais on a démarré cette aventure ensemble. Et bien sûr, LifeWare sont des gens qui sont fabuleux et qui, dans le même temps, ont beaucoup, beaucoup de succès. Mm-hmm. Un succès énorme, ce qui n'est pas surprenant parce qu'ils font du code de très bonne qualité et ils sont très rapides, ils sont très fiables, ça se sait. Mm-hmm. Il y a beaucoup de demandes et des très beaux contrats sur des grands groupes d'assurance. Et au moment où on a commencé à faire ce projet ensemble, ils ont s'engagé dans des projets d'une taille très importante, sur une technologie pour laquelle ils avaient travaillé pendant 20 ans. Il était naturel qu'ils se consacrent à ces contrats-là. Et au bout d'un an, ma principale qualité n'étant pas la patience, je leur dis, écoutez, moi je ne suis pas, trivialement, je leur dis, je suis pas venu pour beurrer les tartines. Donc si vous n'avez pas le temps de faire ça, c'est pas grave, on va pas se fâcher. Moi je vais le faire. Je vais assurer les conditions de développement de ce projet. Mais j'ai besoin de votre techno. Et comme ce sont des gens fabuleux, ils m'ont dit, très bien, on te donne la techno, tu pars avec l'équipe d'ingénieurs qui a commencé à travailler là-dessus, et puis occupe-toi parce que nous, on n'a pas le temps. Top. Et ils sont devenus actionnaires, bien sûr, en contrepartie J'imagine. de plateforme. Parfait. Donc, on aura compris déjà l'esquisse de la solution que propose The Ocus Platform. Est-ce que tu pourrais nous dire, alors en partant du premier client que vous avez eu, qui était cette banque privée suisse, comment le produit a été construit au départ pour cette banque et comment après vous avez standardisé en fait pour développer vraiment un SaaS qui soit accessible et utilisable par différents opérateurs et différents acteurs européens en fait, on n'est pas allé en voir une. Parce qu'en fait, tous ces gens qui nous avaient dit si vous faisiez un extranet avec tous les assureurs dessus, ça nous intéresserait. Je suis retourné les voir, je leur ai dit on va le faire. Alors, 3 d'entre eux qui ont été les plus courageux, enfin, quand je dis 3, c'est 5 en fait, 5 d'entre eux qui ont été vraiment les plus courageux, ont dit très bien, on t'accompagne et on démarre la feuille blanche et tu vas faire le produit de nos rêves.
Et donc, on a dit, donnez-nous tous les formulaires, les milliers de formulaires que vous avez, décrivez-nous les processus actuels, et puis dites-nous comment vous aimeriez travailler demain avec une plateforme digitale. Et on va essayer de faire le produit, de vos rêves. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. On a commencé Ocus en janvier 2020, et en septembre, je considère que c'est une performance, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que j'y suis vraiment pour rien, mais en septembre, Un petit peu quand même. nos équipes informatiques ont délivré une version bêta à ces banques. On dit voilà ce qu'on peut faire pour vous. Top. Et elles ont décidé d'acheter. Génial. Nous, en fait, déjà, notre premier job, c'est de dire, une banque privée, toi tu le sais, tu as besoin d'une banque privée, elles avaient un premier problème qui était la donnée. En fait, si tu veux, toutes les données relatives aux caractéristiques du contrat, éventuellement aux caractéristiques de l'assuré, qui sont dans les systèmes d'information de l'assureur, sur les investissements, ces banques-là ont toujours eu d'énormes difficultés à intégrer ces données. D'abord à les recevoir, à les collecter, et ensuite de les intégrer. Dans leur système d'information. Dans leur système d'information, et même de les visualiser, c'est-à-dire lorsqu'un client leur disait mais combien j'ai, les marchés hier ont chuté 10%, combien j'ai sur mon contrat à 10 millions chez tel assureur. Et ils me disent tous, quand je pose cette question, on me donne la réponse 3 semaines après, parfois fausse. Donc il dit ça sert à rien. Donc le premier job, c'est collecter les données, et collecter les données, et ensuite les intégrer, les agréger, les vérifier, et les donner aux assureurs, aux banques privées, pardon. D'accord. Première mission. Deuxième mission, leur donner une interface qui permet de consulter ces données et de faire des reporting pour leurs clients. D'accord. Troisième, c'est de dire tous les cas transactionnels dont on a parlé avant, c'est-à-dire la souscription, les rachats, les nantissements, tout ce qu'on peut imaginer avec un contrat d'assurance vie, la mise en place d'un mandat de gestion discrétionnaire. Tout ça, vous faisiez à la main, c'est terminé. Maintenant, on vous donne des interfaces qui remplissent les bons formulaires, qui vous demandent les bonnes pièces complémentaires, les bonnes informations. Ce qui fait que quand vous la transmettez à l'assureur, cette demande est correcte. Il n'y a pas 50 allers-retours, vous passez pas 2 heures à chercher les formulaires, vous n'envoyez pas les dossiers par email entre vous. Vous avez une interface qui vous permet de travailler ensemble, et on va diminuer. Et quand on dit diminuer, c'est réduire de 90% les temps de traitement. Ouais. Ça, j'imagine. Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, c'est on a toutes les données, on a tous les caractéristiques du contrat, on peut même vous calculer les commissions. Voilà. Voilà. Ok, top. Alors, quand vous onboardez une nouvelle banque, parce que toutes les banques ou tous les courtiers en général ne travaillent pas avec les mêmes assureurs, ne travaillent pas sur les mêmes marchés, ne travaillent pas avec la même typologie de clients. Comment vous onboardez en fait? Alors j'imagine qu'au bout d'un moment, tu dois quand même avoir un socle commun, mais malgré tout, si par exemple demain vous allez travailler avec une banque suédoise, comment vous onboardez concrètement les produits qui sont proposés aux clients? Alors tu as raison en fait, il y a différents niveaux. Le niveau le plus facile, c'est une nouvelle banque qui arrive et qui te dit je voudrais commercialiser le produit ABC que tu as déjà digitalisé sur ta plateforme. Donc là, il y a des petits réglages à faire sur les processus propres ou les règles propres que veut avoir cette banque. Ça, c'est le plus simple. Ça prend quelques heures, quelques jours. Et puis, tu vas avoir un produit nouveau dans un marché dans lequel tu te trouves. Digitaliser un produit de la cave au grenier, c'est-à-dire la souscription jusqu'à la déclaration du sinistre décès. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, j'adore le terme de sinistre. Eh bien, on va prendre une semaine, parce qu'en fait, ça va être du paramétrage. Puis maintenant, on arrive au cas que tu décris, qui est le suédois, ou pire, le finlandais. Et donc, là, gestion de la langue. Gestion de la langue. Donc là, en fait, ce qu'il nous faut, c'est déjà, première chose, traduire tout le lexique. Alors, notre solution, elle est, je dirais, nativement faite pour être multilingue, mais enfin, tout le lexique des expressions qu'on a, des données, il faut le traduire. Ouais. Bon, ça, c'est un boulot de plusieurs semaines. Et puis, ou alors tu peux le faire de manière automatiquement, mais des fois, tu as des surprises. Tu sais, je vois. Comme, je sais pas moi, si tu veux une date, voilà, et puis tu vas le traduire, ça va donner rendez-vous amoureux sur ton application, ce qui n'est pas très bon, donc il faut quand même faire un peu de travail humain. Et puis deuxième chose, tu vas avoir le produit. Ouais. Alors en Europe, en Union européenne, ça va, parce qu'il y a une même réglementation européenne, donc les produits se ressemblent énormément. Mais il va falloir faire un petit peu de travail parce que d'un marché à l'autre, il va y avoir des petites variations. Oui. Et là, ça peut te prendre jusqu'à 3 semaines pour digitaliser un produit de fond en comble. 3 semaines, quand même, je le dis parce qu'on est assez fiers de ça. Une boîte d'assurance, en moyenne, pour digitaliser un produit, que la souscription, je ne te parle pas des autres opérations, il lui faut en moyenne 1 année pour le faire. Ouais. C'est épatant.
Parfait. Bah, écoute, c'est très très clair. Merci beaucoup. Il y a un des points que tu as mentionné tout à l'heure qui est la donnée et la sécurité de la donnée. Alors les banques sont particulièrement sensibles sur le sujet. Comment, sachant que c'est une plateforme SaaS dans le cloud, comment est-ce que vous assurez la sécurité de la donnée, où est-ce qu'elle est stockée et comment tu peux donner je dirais le confort nécessaire aux banques privées qui sont particulièrement sensibles sur le sujet? Alors c'est vrai que tu le dis, hein, les banques privées, notamment les banques suisses, sont sensibles, pour ne pas dire paranoïaques sur le sujet, mais à juste titre. Elles ont raison de l'être. Si tu veux, parmi tous les risques qu'on identifie dans un business comme le nôtre, le risque numéro 1, c'est la sécurité des données. Ouais. Notamment quand tu fais de la gestion de fortune. Alors, on a toute une batterie de je dirais, dispositions qu'on a mis en place. La première, c'est la gouvernance, en fait. Il nous a fallu désigner un Chief Security Officer, avoir un registre de procédures important. On a même un registre, une petite start-up, on a mis en place un dispositif de contrôle interne avec un auditeur externe sur les procédures de sécurité. Donc, sur la gouvernance, il faut être au standard d'une grande organisation mondiale. Ce qui n'est pas facile pour une start-up. Non, et en plus, vous êtes régulé par le commissariat d'assurance. Deuxième chose, on a choisi de se faire réguler. Enfin, on n'avait pas vraiment le choix, mais enfin, on est allé se faire réguler par le Enfin, si, on avait le choix quand même. On a trouvé qu'il était plus raisonnable d'aller se faire réglementer pour travailler avec des acteurs, par exemple luxembourgeois. Et donc, on a demandé un agrément de professionnel de secteur d'assurance au Luxembourg. Et on est là-dessus très satisfait parce que ça donne beaucoup de crédibilité à notre business et ça rassure les gens. Et puis enfin, il y a un sujet technique. C'est-à-dire qu'il faut mettre de multiples procédures de cryptage à tous les étages. Il faut mettre en place ce qu'on appelle des procédures de séparation des données, c'est-à-dire que les données de 3 clients ne doivent pas se trouver au même moment, au même endroit. Jamais. Oui, j'imagine. C'est un petit peu gênant. Et puis, on arrive même à un point maintenant où certaines banques, toujours les mêmes, hein, je ne suis pas obsédé par elles, je ne leur remercierai jamais assez, nous a demandé d'avoir un cryptage particulier. C'est-à-dire que la donnée qui se trouve sur notre plateforme, nous, aucun des salariés de la boîte peut le lire. Quand bien même quelqu'un arriverait à pirater notre plateforme, il ne pourrait pas lire la donnée qui se trouve à l'intérieur. Et seuls les gens qui sont les salariés de cette banque peuvent la lire parce qu'il faut qu'ils accèdent à une clé qui se trouve dans leur système d'information et ils peuvent lire la donnée qui se trouve sur notre plateforme. En clair, et pour commencer à pouvoir lire les données qui se trouvent, ou même les voler, les données qui se trouvent sur la plateforme, il faut non seulement nous hacker, nous, et je crois que tous les tests montrent qu'on a un très bon niveau, mais il faut hacker aussi le système de la banque. Ouais. Ce qui est quand même plus compliqué. Mais je veux dire, on a le sentiment de monter, tu vois, de remonter un escalator qui descend. C'est-à-dire que dès que tu as passé une marche, si tu fais rien, tu redescends. Donc il faut en permanence travailler pour relever tes standards. Ouais. Impressionnant. Alors, tu n'as pas trop parlé des relations avec les compagnies d'assurance. Comment vous vous positionnez par rapport à elles? Est-ce que ce sont des partenaires? Est-ce que ça va devenir des partenaires? Alors, ce sont de plus en plus des partenaires. Enfin, disons les choses comme elles sont, en fait. Les assureurs n'ont pas sauté de joie le jour où ils ont découvert l'existence de la Deocus Platform. Pourquoi? Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, ils ont développé des services digitaux et d'ailleurs, j'ai parcouru ce chemin-là, mais ils préféraient que les institutions utilisent ces services digitaux et avoir une tierce partie dans l'interlocution, ça les arrange pas, ça complexifie. Ils n'ont pas forcément vu ça au début d'un très bon œil. Aujourd'hui, ils font le même constat que nous, qui est de dire que ces institutions ne peuvent pas, pour des raisons objectives, utiliser ces services-là. Et donc aujourd'hui, petit à petit, collaborent, deviennent partenaires, vont plus loin même. C'est-à-dire, par exemple, avec tous les assureurs, on a réussi à pousser je dirais, la mise en place d'une norme ici au Luxembourg qui s'appelle Penelux, qui est en fait un spin-off d'une norme française. Et on a créé une association ici au Luxembourg pour la rendre internationale. Et les assureurs locaux jouent un rôle très actif dans le développement de cette norme. Intéressant. Alors, si on parcourt rapidement l'offre, est-ce que tu peux nous décrire vraiment de façon très pragmatique le type d'offre que vous avez? Est-ce que vous avez une offre standard pour les différentes banques privées, pour les courtiers en général? Alors, c'est une bonne question. En fait, la première chose, c'est que nous, on s'adresse aujourd'hui, dans notre stade de développement, on s'adresse prioritairement aux banques privées ou aux organisations de distribution qui peuvent être des plateformes de CGP, par exemple,
ou des réseaux de courtiers, donc des organisations, des institutions. On s'adresse à eux en disant venez chercher ce pack que j'ai décrit tout à l'heure pour vraiment gérer l'assurance vie chez vous, et on vous connecte aux assureurs vie. Donc on joue ce rôle, on s'installe chez vous, on se connecte à vos systèmes d'information, on s'adapte à vos processus, à vos organisations, à vos personnes, et on vous connecte aux assureurs. Ça, c'est l'offre de base. Dans les mois qui vont venir, en fait, on va élargir. Le premier axe d'élargissement, c'est de dire, mais, puisqu'on fait pour les banques, on va être capable de le faire pour des plus petites organisations. Ça nécessite des travaux complémentaires sur les questions de sécurisation, parce qu'en fait, plus tu vas descendre dans l'écosystème, plus tu vas descendre vers les CGP, c'est pas méprisant quand je dis descendre, plus en fait, il va falloir mettre en œuvre des techniques qui permettent de ne pas affaiblir le dispositif en termes de sécurité. Donc, notre sujet est là-dessus, donc on va leur amener cette solution, généralement en complément de leur solution de CRM. Et puis, on va élargir aussi notre solution, puisque ce qu'on a fait pour l'assurance vie, qui est a priori le plus compliqué, on devrait être capable de le faire pour d'autres classes d'investissement, comme le compte-titre, les SCPI ou le private equity, ou même en Suisse, par exemple, on a eu des demandes récemment sur tout ce qui est investissement alternatif. Top. Et puis enfin, les assureurs. Qui on a, je pense, plusieurs services à leur proposer pour leur dire, écoutez, si vous avez des difficultés à calculer vos commissions, on peut le faire pour vous. Si vous voulez avoir plusieurs modules qui vous permettent de gérer votre relation institutionnelle avec des distributeurs type banque privée, c'est des choses qu'on a déjà développées, vous pouvez les utiliser à partir de la plateforme. Parfait. Alors, tu n'as pas trop rentré dans le détail, j'aimerais quand même que tu approfondisses. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, si tu n'as pas voulu rentrer dans le détail volontairement, mais pour éviter de devoir refaire à chaque fois, pour chaque nouveau client, un nouveau projet, donc il y a un onboarding quand même, comment est-ce que vous avez construit vos systèmes pour pouvoir rapidement onboarder les clients ? Ah oui, alors c'est une bonne question en fait. C'est une bonne question qui laisse souvent les gens un petit peu incrédules, parce que je vais te donner un exemple. Tu me posais la question tout à l'heure pour une souscription, comment on fait ? En fait, aujourd'hui, on s'est dit non, on ne va pas recoder à chaque fois. Il y a des entreprises qui font ça. Chaque fois qu'il y a un nouveau produit d'assurance, on va recoder, on va refaire un nouveau parcours avec des nouvelles règles spécifiques, et on va recréer un programme spécifique à chaque produit d'assurance et à chaque distributeur. Et nous, on a dit non, on ne va pas faire ça, parce que c'est refaire le boulot à chaque fois, et c'est très cher en fait. Et donc, le modèle économique, il n'est pas viable. Notre, l'attitude de Diocus Platform, qui s'est appuyée quand même sur la technique Lifeware et puis ensuite des ingénieurs de très haut niveau, c'est de dire, non, en fait, on va identifier tout ce qui différencie chaque configuration, produit, assureur, distributeur, quelles sont les différentes variables, et on va faire un code unique pour toutes ces configurations. Je vais donner un exemple. Une souscription, aujourd'hui, c'est dans notre plateforme, une souscription, c'est-à-dire mettre un nouveau produit et définir un parcours de souscription qui va mettre en œuvre, la définition des règles propres à l'assureur, au produit, au distributeur, avec ses sous-distributeurs, son workflow, ses règles de compliance. Faire ça, c'est définir, c'est répondre à 5000 questions. 5000 questions. 5000 data points, on va dire. Là, c'est minimum d'investissement, maximum d'investissement, les frais. En fait, c'est 5000 questions. Et quand tu réponds à ces 5000 questions, ton interface est prête. Faut juste le faire. C'est aujourd'hui plutôt, on va dire, 8 jours de travail. Ouais. Et puis en vitesse de croisière, parce qu'on améliore nos outils, ce sera 3-4 jours de travail. D'accord. 5000 data points quand même. Impressionnant. Oui, pour la souscription. Après, tu recommences pour les autres opérations. Ok, parfait. Écoute, c'est assez épatant. Il y a un des points dont tu n'as pas trop parlé, c'est en termes de développement, parce que The Ocus Platform, ça existe depuis pas très longtemps, mais vous avez fait une levée de fonds l'année dernière. Est-ce que tu pourrais nous dire qui est au capital ? Oui, bien sûr. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, d'abord, première chose, point qui est important, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, généralement beaucoup de chance, mais là, j'en ai eu pas mal sur ce sujet-là, c'est que j'ai rencontré 2 associés qui sont le CTO des Ocus Platform, qui s'appelle Thierry Hansen-Berger, ça s'écrit comme ça se prononce, et Karine Daspremont, qui est la patronne des opérations. Et naturellement, lorsqu'on est parti dans l'aventure Ocus Platform, je leur ai proposé de devenir associés parce qu'ils sont des piliers. Ça, donc ils sont devenus actionnaires. Et à nous 3, on représente aujourd'hui plus de 65% de l'actionnariat. Et puis Lifeware.
Ouais. Lifeware, ils nous ont amené 20 ans de techno. Donc, ils nous ont amené leur infrastructure, leur procédure. Enfin, c'est 20 ans de boulot. Hein. Donc, aujourd'hui, ils doivent avoir 12%. Et puis, le solde, qui fait un peu moins de 30%, si tu comptes bien, ce sont des investisseurs privés. Des monsieur, madame Dupont, Dupuis. Des business angels. Des business angels. Dans un premier temps, les premiers qu'on a réussi à convaincre, parce qu'on partait de rien, en fait, hein, c'est des gens à qui on expliquait ce qu'on voulait faire, qui comprenaient, donc des gens du métier qui comprenaient l'intérêt de ce qu'on faisait et qui nous ont soutenus. Donc généralement des professionnels du wealth management ou de l'assurance. Et puis on a fait deux levées de fonds. Et dans la deuxième levée de fonds, c'est des gens qui étaient un peu plus éloignés, mais guère hein, finalement. Hein. Toujours des gens qui ont investi sur un concept dont ils comprenaient l'utilité. Les personnes les plus éloignées de notre sphère et qui ont investi sont des clients de banques privées qui ont bien vu qu'il y avait un problème. Ouais. Il faut le résoudre. Ouais. Et vous n'avez pas de fonds de VC ? Non, alors on aurait pu en discuter à une autre occasion, mais si tu veux, les VC, je pense que j'ai eu des expériences amusantes avec les fonds de VC. Ce sont des gens qui font un métier qui est très intéressant et qui, en fait, le business model que je leur propose, c'est pas forcément leur cam. Non, c'est pas leur truc. Okay. C'est pas leur truc. Ils aiment l'hyperscalability, ce qui n'est pas notre cas. Il faut bien avoir en tête qu'en Europe, c'est déjà pas mal, mais on a 900 clients potentiels, pas plus, terminé. Oui, tout à fait. Donc c'est pas Uber, quoi. Hein. Et donc il y en a quelques-uns qui sont spécialisés et généralement ils interviennent un peu plus tard, c'est-à-dire que c'est des gens qui pourraient intervenir maintenant à notre stade de développement sur le B2B. Ils n'interviennent pas avant. D'accord. Bon, tu nous as déjà parlé un petit peu des développements. Est-ce que par rapport à ce que tu nous as dit sur le développement de la plateforme, tu as des choses à ajouter ? Sur le développement comme ça ? Ouais. Les prochaines étapes ? Mes prochaines étapes. Bon, écoutez, déjà, on va regarder à l'horizon 2022. En fait, nous, on a 14 clients aujourd'hui, Instit. Ouais. On n'est pas peu fiers. En 2 ans, on considère que c'est déjà une belle performance. Et notre objectif, c'est d'en avoir le double d'ici la fin de l'année. Donc, il y a un peu de boulot, un peu de pain sur la planche. Et puis, donc, tout ça autour de l'assurance vie. Et puis, on espère en 2022, on a déjà un client assureur, mais avoir plus de clients assureurs, et puis avoir commencé à développer des offres sur des classes alternatives, comme le private equity et le compte titre. Donc c'est pas mal, hein, c'est déjà en 1 an, si on fait tout ça, on sera très content. Top. Qu'est-ce que tu leur recommandes comme livre ? Alors, ça va pas te surprendre, c'est un livre que toi-même, je ne sais pas si tu t'en souviens, m'avais recommandé il y a déjà un petit peu de temps, que j'ai lu parce que je dois avouer aux auditeurs que j'écoute souvent ou j'écoute les FinScale ou je lis les posts de Solène, comme j'imagine les auditeurs le font aussi. Et tu m'avais recommandé un bouquin qui est le bouquin de Jean-Charles Samuelian qui s'appelle Healthy Business. Ouais, il est top ce livre. Et en fait, c'est un bouquin généreux d'abord. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une curation des bonnes pratiques de management dans les startups. Ouais. Il a fait le tri, c'est très subjectif. D'ailleurs, lui-même ne dit que c'est pas un manuel de management, c'est un témoignage. Et c'est un témoignage, chacun il trouve ce qu'il peut ou ce qui l'intéresse. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé dans ce bouquin. Et j'ai trouvé la plupart des préconisations, en tout cas des méthodes qu'il a adoptées lui, sont des méthodes qui soit étaient en place, soit ont été ensuite implémentées au sein des Ocus Platform. Génial. Healthy Business. Merci beaucoup, Fabrice. Mais merci, Solène, de m'avoir accueilli. Je suis très honoré d'être accueilli sur FinScale parce que la liste des noms est prestigieuse. Un grand merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!